Donc voilà, maintenant que ce préalable est posé, il est temps de recevoir le premier candidat. Merci d'accueillir donc Léon Desfontaines, tête de liste du Parti communiste. Qui va s'installer à la place du chef au milieu. La place de Jean Massier pour ceux qui suivent Backseat habituellement. Exactement, bonsoir Léon Desfontaines. Bonsoir, merci pour l'invitation. Bon, vous avez 28 ans, hein, c'est toujours notable, ça fait de vous le plus jeune de nos invités ce soir, c'est pas pour ça que vous commencez, ça s'est fait un peu au hasard. On a tendance à vous qualifier de bébé Roussel, dont vous avez été le porte-parole lors de la dernière élection présidentielle. Vous avez auparavant dirigé le mouvement des jeunes socialistes de 2000... Jeunes communistes. Pardon. Des formations professionnelles. Pas les mêmes. Des formations professionnelles. C'est pas les mêmes. Mouvement des jeunes communistes de 2019 à 2023. Et d'une certaine manière, cette élection, c'est un peu votre plongeon dans le grand bain. Donc ça, c'est pour la partie sympa de la présentation. Sans vous vexer, la plupart des Français et peut-être certaines personnes ici vous connaissent pas encore très bien. C'est l'occasion de cette campagne et cette soirée de vous découvrir un peu plus. Si on est lucide, on ne peut pas dire que pour l'instant, la campagne soit absolument un boulevard. On a tous un avis assez lucide sur ce que sont les sondages, mais c'est une mesure de l'état de l'opinion à l'instant T. Pour l'instant, on est plutôt en dessous de la barre des 5%, qui est la barre qui permet d'envoyer des eurodéputés au Parlement européen. Mais il reste un mois de campagne. Donc vous allez nous exposer ce soir votre vision de l'Europe et nous expliquer évidemment, parce que c'est une question qui nous intéresse collectivement à gauche, pourquoi il était selon vous important, nécessaire, vital que les communistes concourent sous leur propre couleur dans ce scrutin. Donc première question par Jean Massier à mes côtés. Alors effectivement, comme l'a raconté tout à l'heure Jonathan, en ce moment ça se mobilise beaucoup dans les facs, ici à la Sorbonne, à Tolbiac, dans beaucoup de facs en France, en faveur de Gaza, en soutien à Gaza. Et dans ces mobilisations, dans ces AG, dans ces facs, les étudiants mobilisés se tournent bien plus volontiers vers la France insoumise que vers le Parti communiste, alors que c'est historiquement un combat du Parti communiste, la Palestine. Comment ça se fait que ça n'imprime pas, alors que vous êtes jeune? Comment ça se fait? Bien, bonsoir à toutes et tous. Merci tout d'abord pour l'invitation. Sur la question palestinienne, moi je ne partage pas le même constat. Dans de nombreuses universités, ce sont même les jeunes communistes et l'Union des étudiants communistes eux-mêmes qui sont à l'initiative des mobilisations des étudiants. Et moi, je tiens à saluer et soutenir, bien évidemment, l'ensemble des mobilisations étudiantes, notamment celles qui ont eu lieu ici à la Sorbonne. Et je me suis engagé, moi, à 17 ans, en 2013, chez les jeunes communistes. Et depuis cet âge-là, je suis particulièrement engagé sur la question palestinienne. Je m'y suis moi-même rendu en 2018 en Palestine et en Israël. Et nous avons eu de cesse de porter ce combat partout dans le débat médiatique. Nous avons organisé de nombreuses assemblées générales, nous avons organisé de nombreux débats, nous avons fait de Marwan Barghouti, leader palestinien enfermé depuis plus de 20 ans dans les geôles israéliennes, des citoyens d'honneur de nombreuses villes communistes. D'ailleurs, Fabien Roussel est le seul dirigeant politique de gauche à s'être rendu en Palestine et en Israël depuis les massacres terroristes du 7 octobre. Et aujourd'hui, moi, bien évidemment, je tiens tout d'abord à apporter mon soutien aux mobilisations étudiantes et je pense qu'elles vont dans le bon sens et qu'elles permettent de mettre la balle dans le camp d'Emmanuel Macron. Maintenant, j'ai entendu Emmanuel Macron, en tout cas j'ai entendu les porte-paroles d'Emmanuel Macron s'offusquer de certains slogans d'une minorité, je tiens à le dire, qui disaient de la mer au Jourdain, d'une solution du coup palestinien, de la reconnaissance d'un État autour d'un seul État, qui n'est pas la revendication, qui n'est pas du tout, je ne le partage pas du tout, pour une simple et bonne raison que je me suis rendu en Palestine et en Israël, ce ne sont pas les revendications des Palestiniens eux-mêmes. Et donc ce n'est pas à nous, Français, de dicter quelles sont les lignes que doivent soutenir les peuples palestiniens. Le peuple palestinien, ce qu'il nous dit, c'est qu'ils veulent mettre un terme à la colonisation, pouvoir vivre en paix aux côtés d'un État israélien. Mais ce que je dis aussi à Emmanuel Macron et à l'ensemble de ses porte-paroles, c'est que si vous dénoncez la solution à un État, c'est que vous êtes pour la solution à deux États. Donc qu'attendez-vous pour enfin reconnaître l'État palestinien sur les frontières de 1967, comme le préconise le droit international? C'est ça aujourd'hui le vrai scandale. Et c'est ça qu'il faut interpeller le président de la République. Anne-Sophie? Oui, alors sur le social et sur l'élargissement, donc un sujet plus européen, 189 €, c'est le salaire mensuel minimum brut en Ukraine. Et est-ce que pour vous, c'est une raison suffisante pour refuser un élargissement et d'intégrer l'Ukraine à l'Union européenne? Car cela, selon vous, ruinerait nos agriculteurs et nos ouvriers. Est-ce qu'il n'y a pas un enjeu moral à intégrer l'Ukraine et un chemin à construire vers une forme d'harmonisation sociale? L'élargissement de l'Union européenne n'est pas qu'une question morale, c'est une question qui a des impacts très concrets sur la vie de nos concitoyens. Le dernier élargissement de l'Union européenne aux pays de l'Est, on est encore en train d'en ramasser les pots cassés. Moi, je suis originaire d'Amiens, dans la Somme. J'ai vu l'usine Goodyear qui est partie à l'Est de l'Europe
parce que la manœuvre était moins chère. J'ai vu Whirlpool partir en Pologne parce que la manœuvre était moins chère. On a un véritable dumping social qui s'est installé dans cette Europe libérale. Et tant que l'Europe se structurera autour du libéralisme, d'une mise en concurrence accrue des travailleurs, alors moi je suis fermement opposé à tout élargissement de l'Union européenne. D'ailleurs, vous me parlez de l'Ukraine. Mais il n'y a pas que l'Ukraine, il y a la Géorgie, il y a la Moldavie, il y a l'ensemble des pays des Balkans, et on nous parle potentiellement de revenir sur un élargissement à la Turquie. Je le dis, ça va avoir des effets dévastateurs, très concrets, sur les travailleurs de ce pays. On va voir. Même si on met en place un SMIC européen, par exemple. Mais le SMIC européen, le SMIC européen existe déjà. Il y a un salaire minimum, un prix, un salaire plancher qui a été établi à l'échelle européenne qui est très bas, Nous le contestons, nous voulons qu'il soit bien plus haut. Mais la réalité, c'est qu'aujourd'hui, ce n'est pas ça qui est posé à l'élargissement de l'Union européenne à ces pays. Il y a des critères qui ont été établis à l'Ukraine, à la Moldavie, à la Géorgie notamment. Il n'y a aucun critère social qui a été pris en compte. Alors bien évidemment, il faut aider ces pays satellites à l'Union européenne de pouvoir se développer. Mais si demain on élargit l'Union européenne à des pays où le salaire minimum est inférieur à 200 € par mois, alors ça signera la fuite en avant de notre industrie et la ruine de nos agriculteurs aussi. On le voit et on l'a vu pendant la crise du mouvement agricole, cette fameuse volaille ukrainienne qui a irrigué l'ensemble du marché européen, qui est vendue 2 fois moins cher sur le marché parce que les conditions sanitaires, sociales, environnementales sont bien en deçà de celles que nous avons sur le territoire européen. Donc l'aide à l'Ukraine, bien évidemment, y compris militaire. Par contre, l'élargissement et le dumping social et la mise en concurrence accrue des travailleurs, non merci. Et donc nous voterons bien évidemment contre l'élargissement de l'Union européenne. Okay. Nora ? Alors en 2023, Fabien Roussel, cher Léon de Fontaine, dont vous avez été le porte-parole pendant la campagne présidentielle, avait fait grincer des dents, souvenez-vous, en évoquant, je le cite, des frontières passoires en Union européenne, en appelant à être plus ferme sur l'accueil des migrants. Vous le savez, un pacte asile-immigration a été voté après des années d'atermoiement il y a quelques semaines par le Parlement européen. Ça prévoit une demande d'asile accélérée, un enfermement dans des camps, des procédures d'expulsion elles aussi accélérées. L'extrême droite ne l'a pas voté justement, arguant d'une Europe passoire. Tiens, c'est marrant. On est dans les mêmes terminologies. De l'autre côté, la gauche ne l'a pas voté parce qu'on parle d'une Europe forteresse. Vous, député européen, est-ce que vous l'auriez voté ? Non. Non, pour une simple bonne raison, c'est qu'il y avait une ligne rouge qui a été franchie, c'est notamment le fait qu'on a délaissé à des autocraties, notamment à la Turquie, la gestion de nos frontières. Et notamment, on a demandé à Erdogan de gérer la forteresse. Europe forteresse. Mais c'est même pas que l'Europe forteresse. On a installé une Europe forteresse et on a installé des frontières encore plus, notamment à l'échelle de la Turquie. On a demandé à un dictateur Erdogan de dire « Bon, bah, vous vous démerdez, on ferme les yeux, mais vous vous démerdez pour gérer le flux migratoire. » Juste sur les propos de Fabien Roussel sur les frontières passoires. Il l'a évoqué pour qualifier les transferts de capitaux et de marchandises. Et oui, aujourd'hui, on a des frontières passoires parce qu'on a des accords de libre-échange partout avec la planète. Il a dit aussi qu'il fallait être plus ferme vis-à-vis des migrants. Je vais arriver sur la question migratoire. Maintenant, sur la question migratoire, du coup, vu que c'est le sujet que vous voulez évoquer. Moi, ce que je dis aujourd'hui, c'est qu'il y a 2 discours mensongers sur la question migratoire. Il y a d'un côté l'extrême droite qui nous dit zéro immigration. C'est Giorgia Meloni qui, en Italie, a dit qu'elle allait installer un blocus maritime et qu'il y aurait zéro immigration dans son pays et qui, quelques semaines après, se rend compte qu'en fait, l'immigration, c'est un fait social et la question, c'est plutôt qu'est-ce qu'on fait avec l'immigration et qui en appelle de l'aide à l'Union européenne. Et ceux qui nous disent qu'on peut supprimer toutes les frontières. Sauf preuve du contraire, un État, ça a toujours eu des frontières pour réguler les marchandises et les capitaux notamment. Ce que je dis sur les flux migratoires, c'est qu'il faut aujourd'hui accueillir avec dignité et humanité l'ensemble des pays qui fuient notamment la guerre et ceux qui fuient la misère. Mais il faut aussi être en capacité de mener une véritable politique d'intégration sur le territoire français, c'est-à-dire que toutes celles et ceux qui ont vocation à rester sur le territoire national, ils puissent être réellement intégrés et devenir des Français à part entière. Ça veut dire mettre en place des centres de formation, ça veut aussi dire que celles et ceux qui produisent les richesses de notre pays, qui tiennent parfois nos services publics à bout de bras, mais qui n'ont pas les mêmes droits que les autres travailleurs parce qu'ils n'ont pas de papier, eh bien ils doivent pouvoir bénéficier des mêmes droits. Et donc nous demandons... Donc on est dans quelque chose qui est bienvenu. La régularisation de l'ensemble des travailleurs sans papier. Mais la politique migratoire... Mais ça veut dire moins, moins d'accueil, mais plus de moyens pour ceux qui sont déjà là, si je comprends bien. Moi je dis plus d'accueil et mieux d'accueil. Quantitativement, plus d'accueil et mieux d'accueil. En effet, on peut accueillir plus en France et on peut mieux accueillir. Voilà ce que je dis aujourd'hui. Et il faut mener aussi une politique de coopération. Il faut se poser la question de pourquoi on a des personnes qui émigrent de leur pays, qui se déracinent de leur pays. Ils ne le font pas, pour la plupart, pas par gaieté de cœur. Ils le font parce qu'ils cherchent un avenir meilleur, outre-Méditerranée notamment. Je pense notamment au Niger, par exemple. Le taux d'électrification au Niger est à peine de 14%.
Seuls 14% de la population a accès à l'électricité. Comment voulez-vous que les jeunes de ces pays, ils ne restent pas dans leur pays ? Est-ce à dire, Léon Desfontaines, qu'il faut aussi conditionner, par exemple, l'aide au développement à la gestion des frontières extérieures et à la capacité d'un pays à retenir, en fait, ses exilés potentiels? Non, moi je pense qu'il faut engager une coopération. Je veux sortir par le haut, justement, de ce sujet-là. Et je pose notamment la nécessité de poser dans le débat que l'Union européenne aide à l'électrification de l'Afrique pour permettre justement qu'au Niger, il y ait suffisamment d'universités, suffisamment d'industries pour que ce pays puisse se développer et que les gens ne cherchent pas à aller chercher un avenir meilleur outre-Méditerranée. Voilà ce que je propose et voilà ce qu'on propose à l'échelle européenne, bien évidemment. Deux petites questions très rapides avant une question plus politique de Charlotte. Le temps tourne. Deux mots, quoi. Le plan de relance européen, est-ce que c'est quelque chose quand même qu'il faut saluer? Et le Green Deal, est-ce que c'est quelque chose qui va dans le bon sens? J'avais appelé tous les candidats à la concision. Là, c'est un exercice extrême de concision que je vous demande. Moi, je suis favorable à un nouveau Green Deal. Je le dis, on a un impératif, la neutralité carbone en 2050. Le Green Deal ne permettra pas de l'atteindre. Si on veut répondre à l'impératif environnemental, ça peut paraître contre-intuitif, mais nous, ce qu'on dit, c'est qu'il va falloir produire beaucoup plus sur le territoire national et européen, réindustrialiser le pays pour rapprocher la production de la consommation, engager des grands travaux utiles pour développer le fret ferroviaire, remplacer des camions par des trains, engager la rénovation thermique des bâtiments. Il va falloir développer des services publics de proximité et pour tout ça, on va avoir besoin de produire beaucoup plus d'énergie et notamment d'électricité. Il faut que celle-ci elle soit décarbonée. C'est pour cela que nous soutenons le mix énergétique nucléaire et renouvelable. Et ce combat-là, il doit être porté à l'échelle européenne parce que la neutralité carbone, elle ne peut pas être faite qu'à l'échelle d'un seul pays parce que le réchauffement climatique, lui, ne s'arrête pas aux frontières. Et le plan de relance ? Et le plan de relance, il n'est pas à la hauteur. Il est bien en deçà, par exemple, de ce que nous avons aujourd'hui aux États-Unis. Et un plan de relance sans accompagner notamment de protection de nos industries, ça ne suffit pas, ça n'ira pas. On a besoin de mettre un plan de relance, on a besoin d'engager des coopérations industrielles à l'échelle européenne pour construire de nouvelles usines, on a besoin de maintenir nos usines, mais parallèlement, on a besoin de mettre en place un protectionnisme. Parce que quand je vois qu'on a une concurrence déloyale qui s'installe notamment avec la Chine ou avec les États-Unis, c'est infernal. Moi, je parlais d'Amiens encore une fois, mais on a une usine Metex qui produit de la lysine. C'est indispensable pour l'élevage porcin et de volaille. C'est la dernière usine en Europe à faire de la lysine. C'est 300 salariés qui vont être mis sur le carreau. Pourquoi ? Parce que la lysine amiénoise qui est produite à Amiens, elle est mise en concurrence avec la lysine chinoise qui est 2 fois moins chère, mais 5 fois plus polluante. Pourquoi ? Parce que l'Union européenne a décidé de mettre un contingent avec 0% de taxes de douane sur la lysine chinoise. Donc, mettons en place des protections et du protectionnisme. Et voilà ces fameuses frontières passoires qu'il faut reboucher. C'est ça, aujourd'hui, les véritables passoires. Et donc, le protectionnisme pertinent à vos yeux, même si vous parlez de concurrence intra-européenne, c'est un protectionnisme aux frontières de l'Europe vis-à-vis des autres blocs. L'Union européenne a un marché unique. Vous n'êtes pas en train de vous replier sur la France en disant protectionnisme français. L'Union européenne a besoin de mettre en place la protection de ses industries. On a besoin d'engager une coopération à l'échelle industrielle, qui est, je pense, un bon échelon pour relancer justement notre économie. Maintenant, il faut aussi être en capacité de protéger nous-mêmes nos usines en France. Et en l'occurrence, il y a des règles européennes qui ne le permettent pas, notamment la libre concurrence, etc. Moi, je suis favorable à ce que la France puisse aussi injecter dans notre industrie, et notamment, je pense, par exemple, à la construction de chemins de fer, à la construction de centrales nucléaires. On va avoir besoin de relancer une véritable industrie à l'échelle nationale dans ces domaines. Charlotte ? Une question interne à la gauche. On a parlé du nucléaire, on a parlé d'immigration, mais sur beaucoup de sujets, on a l'impression que vous voulez constamment, les communistes, vous démarquer du reste de la gauche. Pourquoi ce besoin de se distinguer au risque de creuser encore et encore les fractures internes à la gauche ? Mais moi, j'ai toujours dit qu'à gauche, on avait des points communs et que demain, au Parlement européen, on saura se mettre d'accord sur des textes communs, sur des amendements ensemble. Je pense notamment à la lutte contre les travailleurs ubérisés et tout. On arrivera à se mettre d'accord. Mais nous avons aussi notre singularité, nous avons aussi notre originalité. On a parlé notamment sur la question du nucléaire et il y en a d'autres. Mais je pense que c'est important de pouvoir présenter aux Français la différence d'ordre programmatique. Maintenant, ce que je dis aussi, c'est que je suis le seul candidat, la seule tête de liste qui a dit qu'il voulait que les 4 listes de gauche dépassent les 5% pour permettre à ce que mécaniquement la gauche gagne des sièges au Parlement européen. Parce que la réalité, c'est que nous sommes sur une élection à la proportionnelle, et dépasser les 5%, ça permet mécaniquement d'avoir 5 élus en plus pour la gauche et 5 élus en moins pour la droite et l'extrême droite. Mais pour l'instant, vous êtes la seule liste de gauche sous les 5%. Est-ce que ça vous interroge ? Eh bien, moi, ce que je dis aujourd'hui, c'est que nous avons besoin de mener le débat. Nous avons besoin de mener le débat sur les véritables sujets. Ce que j'observe aussi, c'est que c'est un débat à gauche ou c'est un débat avec les... Avec tout le monde. C'est qu'aujourd'hui, il y a un véritable désamour qui s'est installé sur cette élection européenne. On a une abstention qui, visiblement, sera plus forte que celle d'il y a 5 ans, qui était déjà pas mirobolante, aux alentours de 55%. On a besoin aujourd'hui
nous, à gauche particulièrement, de refaire par exemple de la question sociale, de la question de l'emploi, nos priorités, et on a besoin de remener le débat avec ce qui touche quotidiennement les Françaises et les Français. Sinon, malheureusement, eh bien, il ne faudra pas s'étonner qu'une partie des classes populaires, qu'une partie des travailleurs ne votent plus, ou alors même tombe dans un vote Rassemblement national. Moi, je souhaite m'adresser aux électeurs du Rassemblement national pendant cette élection et leur démontrer que le parti qui est présidé par Jordan Bardella est un parti fossoyeur de la question sociale, parce qu'ils votent contre l'augmentation des salaires, parce qu'ils ont refusé l'indexation des salaires sur l'inflation, parce qu'ils refusent la réinstauration de l'ISF. Et donc aujourd'hui, on a besoin d'aller parler à leurs électeurs et de leur démontrer qu'à gauche, on est capable de contester le projet de l'extrême droite, mais surtout qu'on est capable de porter leur espoir d'une Europe qui sera véritablement capable d'agir pour leur emploi, pour que les travailleurs vivent dignement de leur travail et pour augmenter les pensions de retraite. Ok, ben on va s'arrêter là-dessus parce que c'est un exercice très contraint. Merci. Léon Desfontaines, candidat du Parti communiste français pour ces élections européennes. Merci de la gauche unie pour le monde du travail. On n'a pas voulu. Merci à vous. On s'est dit que c'était plus clair, Parti communiste quand même. Mais c'est parce qu'il y a d'autres partenaires. Ouais. Merci beaucoup Léon Desfontaines d'être venu ce soir à cette Université Libé. On reçoit Thomas Legrand. Je ne suis pas le candidat suivant. Qui n'est candidat à rien. Par contre, tu vas nous dire ce qui t'a étonné, Thomas. Alors, ce qui m'a étonné, c'est que d'abord, je me disais, je ne connaissais pas très bien Léon Desfontaines, comme beaucoup d'entre nous, et je me disais, qu'est-ce qu'il va bien pouvoir nous dire pour qu'on comprenne l'intérêt de sa candidature, puisque visiblement, il y a peu de chances qu'il fasse 5%. S'il avait négocié avec les Insoumis, il serait en position éligible, et sa place au Parlement européen serait assurée. Et j'ai trouvé effectivement des vraies différences qui justifient finalement, sinon stratégiquement, mais au moins politiquement, et donc c'est plutôt honnête, qui justifient qu'il fasse campagne. Alors les différences, le ton sur les flux migratoires quand même, la qualification tout de suite de terrorisme s'agissant du 7 octobre et le nucléaire assumé. Vous n'avez pas eu le temps de lui poser la question qu'il a bien dit qu'il fallait du nucléaire parce qu'il faut réindustrialiser. Donc c'est réindustrialiser, ça demande beaucoup d'électricité et donc il assume un mix avec une large part et des investissements dans le nucléaire, ce qui est assez unique à gauche. Et ça, c'est une constance du Parti communiste. Et ça fait une différence vraiment avec les écologistes et avec les insoumis, puisque les écologistes et les insoumis ne sont pas à fond sur la réindustrialisation. Ça fait aussi un point commun avec les macronistes. Et ça fait un point commun avec les macronistes. Mais on n'imaginait pas qu'ils allaient s'allier avec les macronistes. Et puis, un discours très social, un peu à l'ancienne, avec une voix jeune. Voilà, je l'ai trouvé punchy. Et ça m'a pas étonné finalement. Merci beaucoup Thomas Legrand, on se retrouve tout à l'heure. Oui.